Bonjour à tous, bienvenue dans cette audition. Nous sommes mercredi 16 mars, 5e semaine du vrai Ségur de la santé, consacrée aujourd'hui à la prévention et à l'enfance. Voilà, donc j'ai mis en préambule la photo des intervenants, Violaine, Karine et Delphine de mémoire, voilà, qui vont se présenter. Vrai Ségur de la santé, 5e semaine. Comme vous le savez, on a démarré des auditions pluriquotidiennes depuis le 14 février. Ça se déroule jusqu'à fin mars. Tous ces travaux-là vont venir enrichir un document qu'on est en train de préparer, un document écrit qu'on pourra remettre aux candidats à la présidentielle et au futur président. Deux événements qui vont ponctuer un petit peu notre travail. Le 26 mars, action à Paris pour faire la promotion du handicap et surtout dénoncer les mesures qui sont en train d'être prises concernant les fauteuils roulants. On a demandé à Sophie Cluzel un rendez-vous. À ma connaissance, on n'a pas de retour de ça. Et puis surtout, les 27 et 28 mars, colloque dans Paris, Institut national des jeunes aveugles, 2 jours avec des soirées organisées le dimanche et le lundi soir, pour faire la restitution aux candidats et à leur programme santé, en tout cas aux responsables de leur programme santé, pour les aider à révolutionner le système de santé qu'on a grandement besoin. Alors, on a beaucoup entendu parler pendant 20 mois, 2 ans de pandémie, de la santé mentale de nos enfants, d'une part. Donc, voilà, état des lieux. Je crois que ce n'est pas si simple que ça de pouvoir soigner les enfants. Et puis surtout, soigner les enfants, c'est déjà un peu trop tard. Il faut faire de la prévention. Et c'est un petit peu de tout ça dont on va parler ce midi. Comment faire avec les structures existantes, les psychologues, les PMI, les pédiatres, comment ça s'organise. Et alors, plus qu'une description de votre métier, ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est vraiment de nous apporter des propositions. Alors évidemment, j'accepte un mini constat de la situation, mais très vite, il faut embrayer sur comment faire mieux, comment articuler mieux les réseaux, quelles sont les propositions à faire, de quoi on a besoin en urgence. Voilà un peu en préambule ce que je pourrais vous dire. Alors, je vois Violaine, je vois Karine et je vois Olivia. C'est pas Olivia que je voudrais voir. Enfin, j'ai rien contre Olivia, hein. Mais Nathalie, je vous vois aussi. Voilà. Donc, bienvenue toutes les trois. Merci au scribe, au modérateur d'assurer le suivi de cette audition, parce que tout ce que vous allez nous raconter, on va le noter pour ensuite l'appliquer. Je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez. Bon, allez, Karine, vous êtes juste en dessous de moi, Karine. Je vais vous laisser vous présenter. Chacun se présente un peu rapidement. Et puis après, on envahit la table ronde. Et puis, petit constat, les problématiques, mais très vite les propositions. Je vous laisse, Karine, je vous laisse débuter, puis Violaine, puis ensuite Nathalie, si ça vous va comme ça. Hein, c'est complètement arbitraire. Je le fais en fonction de mes écrans. Allez-y, je vous laisse parler. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Karine Pourrouet, infirmière puéricultrice en PMI dans le département du Val-de-Marne en Île-de-France. Je fais également partie du collectif Je suis infirmière puéricultrice et je fais partie du groupe santé environnementale du collectif Santé en danger. Merci. Pourquoi vous avez souhaité intervenir aujourd'hui, au-delà du fait qu'on a dû vous demander? Pourquoi ça vous semble important? Parce qu'en fait, je sens autour de moi beaucoup de perte de sens dans le métier et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un sujet important et aussi au regard du réchauffement climatique et de plein de choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si je peux développer là, mais en tous les cas, c'est aussi en lien avec la santé environnementale. Bien sûr, tout est en lien, de toute façon, tout est en lien. C'est un peu malheureux que les tutelles ne le comprennent pas ou fassent semblant de ne pas le comprendre. C'est plutôt ça, hein, parce que si nous, on le comprend, c'est juste qu'ils n'ont pas envie. Donc, c'est tout, on va les secouer un petit peu pour accélérer les choses. Merci, Karine, à tout de suite. Violaine, vous êtes infirmière dans l'éducation nationale. On ne parle jamais de vous, sauf nous. On a créé un groupe des infirmières à l'éducation nationale dont on ne parlait pas assez. Et je pense que j'ai souvent dit dans les médias que je vous serais, à mon avis, j'ai entendu, à mon avis, à la base d'un processus, en tout cas, de développer ce que vous faites aujourd'hui et de devenir un relais beaucoup plus important que vous ne l'êtes, je pense, parce que là, je crois que vous êtes un peu cloisonné, ça ne va pas.
Et puis, alors, vous n'avez pas été concerné par le Ségur de la santé, forcément. Entre autres. Et pourtant, quand nos ados vont mal, nos ados ou nos enfants, mais quand nos ados vont mal, souvent ils atterrissent dans votre bureau. Donc ça veut dire quand même que vous êtes en première ligne et un interlocuteur important. On a déjà fait des auditions où on a un petit peu abordé dans le cas de la pédopsychiatrie quel lien vous aviez. C'était pas très clair. Hein, c'était pas très clair et souvent les retours c'était ouais mais c'est pas facile. Les interlocuteurs sont pas faciles. Bon. Je sais pourquoi vous êtes dans le collectif Santé en danger, parce que de toute façon, il y a que nous qui parlons de vous. J'exagère un peu, hein. Mais quand même, on parle beaucoup de vous. En tout cas, j'espère que ça vous a permis au moins de vous rassembler et d'échanger. C'est déjà souvent le début d'un travail d'organisation. Violaine, je vous laisse vous présenter. Merci Arnaud. Donc, moi, je suis donc infirmière. J'ai 47 ans, ça va faire 26 ans que j'ai mon diplôme. J'ai fait au préalable 13 ans en hospitalier, une grande partie de ma carrière en Nouvelle-Calédonie. J'ai commencé à être infirmière scolaire à Nouméa et là maintenant, ça fait 6 ans que je suis toujours à l'éducation nationale en France, dans la Nièvre. Donc, j'ai fait une année enseignante et 5 ans à nouveau là, dans le lycée dans lequel je travaille avec un internat. Je voudrais juste rappeler pour la petite histoire, présentation globale, que l'apparition des infirmières scolaires, elle est arrivée après déjà la Seconde Guerre mondiale, hein, dès 1945, où la santé scolaire était devenue une priorité en sortant de la guerre, et puis les premières infirmières scolaires officiellement ont été recrutées dès 1947 dans les lycées professionnels et les établissements qui avaient un internat. Donc, c'est vrai que nous, on accomplit au quotidien des actes professionnels. On dispense des soins infirmiers sur prescription et sur notre rôle propre. On fait beaucoup d'actions de prévention à la santé. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le boulot est très différent, qu'on soit en lycée, en zone rurale, en zone ville. Les infirmières de collège qui ont parfois plusieurs établissements, plusieurs collèges et les écoles primaires. Elles ne font pas forcément les écoles maternelles, sauf dans des zones rurales où les écoles primaires et maternelles sont rassemblées. Qu'effectivement, nous, le Ségur, même pas la peine. Bon, après, on est rattaché à l'éducation nationale. On n'est pas rattaché au ministère de la Santé. Et c'est vrai qu'on représente à peine un petit pourcentage du nombre des infirmiers en France. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas très nombreux. Ce serait bien qu'on le soit beaucoup plus parce que les besoins sont là, les demandes sont là. Il y a peut-être des choses à revoir. On va en reparler. On va en reparler. La petite chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de rappeler un peu et à diffuser l'information parce que souvent c'est les infirmières scolaires, elles ont les vacances scolaires. Oui, tout simplement parce que notre temps de travail est annualisé. On fait 1607 heures par an. On est rémunéré sur une base de 44 heures par semaine. Et finalement, les vacances scolaires, ce sont nos repos et nos vacances, nos congés. Donc, on ne vole rien à personne. Violaine, on est en famille ici. Hein. Quand on entend parler des infirmières scolaires, c'est souvent mais non, mais il faut aussi, mais il faut casser tout ça. Voilà, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Enfin, les gens connaissent pas. Donc, et puis peut-être que justement, il faut communiquer autrement sur votre rôle et tout ça. Bon, et alors notre troisième invitée, Nathalie, merci beaucoup d'être là avec nous. Je vous laisse vous présenter. Vous m'entendez? Alors, activez votre micro. Voilà. C'est bon, ça marche. On vous écoute. Bonjour. Alors, moi, je suis Nathalie Richer, je suis psychologue en PMI dans le département de la Vienne, donc Nouvelle-Aquitaine, donc la zone plus de campagne. Voilà. J'ai voulu intervenir parce que, notamment dans les premières auditions, on parlait de la périnatalité. Et nous, en psychologue PMI, on intervient de la conception de l'enfant jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et notre cœur de métier, c'est vraiment la prévention. Voilà. La prévention en PMI, c'est quelque chose qu'on a depuis l'ordonnance de 45, l'après-guerre, où l'idée, c'était de venir lutter contre la mortalité infantile. Donc, on était vraiment dans cette idée de prévention. La grosse problématique qu'on a quand même aujourd'hui, c'est qu'on est un peu happé par des situations limite protection de l'enfance et qu'on ne peut plus, parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'il y a beaucoup de situations conflictuelles, eh bien, on ne peut plus aller trop dans cette prévention primaire. Et c'est dommage. Voilà. Alors, c'est vrai que cette prévention primaire, elle est difficilement chiffrable,
C'est ce qui est souvent attendu par nos dirigeants, alors que la protection, on peut la chiffrer. Et la protection, elle coûte cher en plus. Voilà, donc mon idée, c'était d'intervenir aussi dans ce domaine-là parce que en PMI, les équipes, elles sont très diversifiées au niveau des départements. Hein. C'est nous, on est géré par les départements, on est employé par les départements et les équipes ne sont pas toutes homogènes. Voilà. Il y a pour les sages-femmes, pour les puéricultrices, un nombre de recrutements temps plein, mais pour ce qui est des autres corps de métier, pas du tout. Voilà. Il y a beaucoup de départements où il n'y a pas de psychologue en PMI. Voilà. Donc, moi, je trouvais intéressant de pouvoir venir témoigner de ce travail-là parce qu'on fait plein de choses. Hein. On fait des consultations individuelles, on fait des consultations avec nos collègues puéricultrices, avec nos collègues sages-femmes. Moi, je suis en lien avec les libéraux, sages-femmes, médecins, pédiatres. On fait des consultations avec nos collègues médecins de PMI, hein, ce qu'on appelle, nous, des consultations conjointes qui sont très, très riches au niveau médical. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui permet d'offrir à la population, enfin d'offrir aux gens une offre de soins intéressante. Après, notre grosse problématique, ça va être pour l'orientation. Voilà. Puisqu'en PMI, on n'est pas là pour faire du soin. Alors, sur des situations classiques, légères, bien que je n'aime pas ce terme en tant que psychologue. Donc, quand on évalue une situation qui va être compliquée, on va l'orienter. Alors, l'orienter, et là, aujourd'hui, on n'a plus que l'hôpital, ce que nous, on va appeler les sésames, les CMPEA, c'est-à-dire des centres médicaux enfance-adolescence. Voilà. Hein, donc, on les oriente de ce côté-là. Alors nous, en plus, en Vienne, on a été expérimentateur des plateformes. Alors, c'est Lionel Camelien qui en avait très bien parlé lors de l'audition. Je me souviens plus. C'était lien ville-hôpital. Oui. Voilà, donc là, il en parle très bien de cette grosse problématique avec les plateformes où on oriente pour avoir un petit peu une évaluation de la situation de l'enfant, notamment. Hein, et après, il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas. Est-ce que tu peux, on va commencer un petit peu les choses. Est-ce que tu peux embrayer en nous disant, voilà, alors c'est vrai que moi, je ne vais pas te mentir, je peux te tutoyer, Nathalie, oui, je ne vais pas te mentir, je ne connais pas très bien cela. Donne-moi des exemples. Tu dis, on n'a plus que l'hôpital. Ça veut dire que tu aimerais avoir quoi? Alors, moi, ça fait 25 ans que je suis au département, 15 ans en PMI en prévention sur ce pôle-là de pôle santé. Donc, voilà, j'ai un petit peu de vue d'ensemble. Il y a même encore 9-10 ans, on avait alors la possibilité d'orienter les enfants vers ce que nous, on appelait les CMPP, les centres médico-psychologiques, ou quand c'était des problématiques plus légères ou plus liées à des situations scolaires, on pouvait envoyer vers ces structures-là. On avait, quand c'était quelque chose qui était l'ordre de plus d'un handicap moteur, mental, ce qu'on appelait les CAMS. On a toujours les CAMS, hein, sauf que les files d'attente sont à 1 an et demi. Et puis, on avait… Donc, juste, alors moi, tu vois, mon rôle, c'est d'aller à la pêche au truc. Donc, il manque de CAMS. Il manque de place dans les CAMS. Il manque de personnel pour ouvrir des places dans le CAMS. On est d'accord. Il manque de personnel pour ouvrir des places dans les CAMS. Quel genre de personnel il manque? De tout? De tout. Psychologue, infirmière, éducateur, psychiatre aussi. Ils sont médecins, c'est des médecins, je crois. Parce que sinon, ce que je traduis un peu, mais tu le dis très bien, sinon, toi, en PMI, tu es un peu coincé pour l'aval et ça se termine à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. En fait, quand si on veut régler le problème de l'hôpital, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe en amont. C'est toujours la même chose. Or, on sait qu'en pédiatrie à l'hôpital, de toute façon, c'est compliqué. Donc, d'accord. En PMI, on fait ce qu'on appelle des bilans de dépistage des enfants des 3-4 ans. Oui. Dans les écoles primaires, maternelles. Et aujourd'hui, ce dépistage, il est devenu obligatoire depuis 2022. Oui. Sauf que quand mes collègues voient une problématique, par exemple, d'orthophonie, elles font une orientation orthophonie, il y a 1 an et demi, selon les territoires, d'attente, de prise en charge pour le bilan orthophonique. Chez un orthophoniste libéral? Oui.
Donc, il manque des orthophonistes aussi. Voilà. Voilà, si on veut faire une orientation, alors après, par exemple, sur l'hôpital psychiatrique, hein, pour des soins un petit peu plus poussés, là aussi, il y a de l'attente. Alors, nous, on a la chance, sur la petite enfance, on n'a pas trop d'attente parce qu'il y a un accent qui est mis dans ce domaine-là, mais sur les plus de 6 ans, il y a 1 an et demi d'attente. Bon, alors ça, c'est très important à noter pour les scribes. Vous avez bien noté la population. Il y a une population cible sur laquelle il faut faire des efforts pour les plus de 6 ans. D'accord. Bon, écoute, merci pour ces premières informations, Nathalie. Je vais revenir. On continue le tour de table et puis à tout moment, vous pourrez intervenir. Alors, je vais revenir à Violaine et puis après, Karine, on enchaîne. Donc, Violaine, toi, tu entends ça. Toi, tu es infirmière scolaire. Tu nous as expliqué que les missions pouvaient être différentes selon les niveaux, ce que je peux comprendre. Violaine, aujourd'hui, si tu voulais faire mieux, si tu voulais faire plus, j'ai vu que la main était levée de Mélanie, hein, je te passe la parole après. Il y a plein de mains qui se lèvent. C'est quoi ce Zoom? Et d'habitude, personne ne dit rien. Bon, alors, vous inquiétez pas, les mains levées, vous aurez la parole. Violaine, tu es la chef de tout, tu es la chef de tout, tu es pété de thunes. Ouais, qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton travail? Est-ce que je vais dire n'importe quoi et puis tu vas me dire si c'est et puis si voilà. Non, est-ce que tu as besoin d'être plus nombreuse en tant qu'infirmière scolaire dans certaines structures, premièrement? Oui. Deuxièmement, est-ce que tu as besoin d'une application iPhone dans laquelle tu auras juste à cliquer pour dire j'ai besoin d'un CMP, d'un CAMS, d'un machin, d'un pédopsie, d'un truc, avec en fait, là, je te fais allusion à une fluidité du réseau. C'est-à-dire. Ça serait merveilleux, ça. Voilà. Donc, facilité d'accès, d'organisation, de fluidification dans ton bassin de vie, ce ne soit pas un problème. Si tu as besoin d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un pédiatre, un truc ficelé. Est-ce que tu es confronté à ça? Donc, ressources humaines, oui ou non? Fluidité du système, oui ou non? Je dirais ça parce qu'après, vous êtes quand même bien connus, c'est-à-dire que les enfants savent que vous existez et je dirais que les gamins, finalement, eux, ils savent qu'ils peuvent aller chez vous et que votre place dans les écoles, quand même, est un vrai plus. Voilà. En fait, si tu veux, ça dépend un petit peu parce que l'avantage qu'on a en lycée, c'est qu'on est en poste fixe. C'est-à-dire qu'on a un seul établissement. Là où on a des soucis, c'est au niveau, et on revient comme à l'hôpital, au ratio infirmière-élève. Là, ce n'est pas infirmière-patient, c'est infirmière-élève. Parce que j'ai des collègues qui sont seuls avec plus de 1500 élèves à gérer. Alors, fort heureusement, ils ne sont pas tous à problème, à nécessité, à réclamer des soins ou des besoins particuliers. Mais la charge de travail, tout ce qui est prévention, comme tout ce qui concerne la prévention, ça doit être des projets qui sont à notre initiative. Il faut trouver des intervenants, qui est des agréments éducation nationale. Il faut trouver le budget. Il faut trouver plein de choses. Et quand on est seul, moi, là, j'ai 900 élèves, j'ai un internat. J'ai compris. D'accord. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que comme tu es toute seule, tu es obligée de te concentrer un peu sur le curatif et tu ne peux pas déployer du préventif pour plein de raisons parce que tu es seule. Malheureusement. Voilà. Alors qu'en fait, si tu veux, les établissements scolaires devraient être bombardés de programmes prévention et toi, tu devrais juste être là pour mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que ça place. Donc, du coup, là, on passe aussi, il y a aussi toujours cette notion de gouvernance qui est complètement… De gouvernance et de priorité parce que les programmes scolaires sont ce qu'ils sont et que quand parfois on arrive à mettre en place quelque chose, les enseignants, enfin, il faut arrêter des heures de cours. Bien sûr. Donc, non, vous n'avez pas une vraie place. Par exemple, moi, je veux que les enfants d'aujourd'hui apprennent à faire du massage cardiaque dès qu'ils arrivent à l'école primaire. J'imagine que les programmes ne le prévoient pas. Donc, en fait… théoriquement, ils sont tous censés avoir, en théorie, hein, après, voilà, c'est en troisième, avoir le PSC1. C'est le minimum, mais tous les établissements n'arrivent pas à le mettre en place. Non, mais ça, c'est pas normal, ça. Après, on a des collègues qui sont formatrices de PSC1,
Sauf qu'elles sont prises sans prise en charge de leur déplacement, de la nécessité d'où elles vont sur leur temps de travail pour aller faire des formations PSC1 dans les collèges de différents départements et de la région, sans rémunération, alors qu'un enseignant, par exemple, sans reconnaissance, un enseignant de PS qui est formateur va aller faire des formations en dehors de ses heures de cours, va toucher des heures supplémentaires exceptionnelles. Voilà, nous, on a aussi un gros souci. Donc là, tu mets le doigt sur l'absence de moyens alloués à la politique de prévention, y compris aux infirmières scolaires, pour leur permettre d'aller se former elles si elles ont besoin, ou en tout cas d'aller distiller des informations, des formations à droite et à gauche, et surtout qu'il y ait un lien avec l'éducation nationale pour que les programmes scolaires en tiennent compte et qu'il n'y ait pas de suppression du cours de maths parce que l'infirmière scolaire, elle veut parler des MST, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Et surtout permettre de développer la prévention, parce qu'on a beaucoup de collègues, que ce soit dans les collèges, qui vont dans les écoles primaires, et je pense qu'on manque de lien justement avec les PMI. D'accord. Parce que les PMI gèrent essentiellement les 0-6 ans. À 6 ans, il devrait y avoir encore une visite médicale obligatoire, à l'entrée en CP. Dans la Nièvre, il n'y a plus aucun médecin scolaire, par exemple. D'accord. Donc, alors attends, ça c'est très important. Alors, c'est vrai qu'il y a des médecins scolaires. Alors ça, j'ai complètement zappé les médecins scolaires. Mais ils font quoi, les médecins scolaires? Alors, les médecins scolaires, ils s'occupent des suivis des élèves ayant des problèmes de santé. Alors, par exemple, pour la mise en place d'un protocole de soins sur le temps scolaire, un élève qui a une maladie, épilepsie, asthme, peu importe, diabète, le médecin scolaire supervise la mise en place des soins sur le temps scolaire avec l'équipe pédagogique. Il surveille les enfants dans les lycées professionnels qui doivent toucher à des machines dangereuses. Donc, il y a quand même un examen dans ces moments-là. Quand on rencontre des difficultés, un élève déscolarisé, trouble de comportement, on peut aussi faire appel à eux. Par contre, les médecins scolaires n'ont pas droit à prescription. D'accord, oui, ça c'est incroyable. Violaine, les médecins, en gros, rapidement, ils sont assez nombreux, eux? Ah non. Ah ben non, ils sont tous en train de partir à la retraite, ils ne sont pas renouvelés. Donc, nous, dans la Nièvre, on n'en a plus. Donc, en fait, le problème de ressources, c'est quand même double. Il faut également plus de médecins scolaires. Et d'attraction, parce qu'ils ont aussi des salaires qui correspondent à un niveau médecin, mais largement, pas forcément non plus en reconnaissance, parce qu'ils ont des charges de travail qui sont énormes. Ceux qui restent en place, ils sont rincés. Et puis de responsabilité, parce que c'est quand même, je trouve, des grosses responsabilités. OK, donc là, on a bien cerné. Alors, juste pour rester dans cet item-là, Karine, j'arrive tout de suite. Je vais passer la parole d'abord à Mélanie, qui avait levé la main. Oui, Mélanie, bonjour. je ne sais pas où tu es. Alors, oui, je n'ai pas mis de vidéo. Mélanie, tu n'as pas mis de vidéo. Alors, Mélanie. Vous m'entendez? Par contre, Mélanie, oui, on t'entend. Bonjour. Toi, tu m'entends? Oui, je vous entends. J'ai un petit souci, mais voilà, je vous entends très bien. Mélanie, on n'est pas dans le constat de ce qui ne va pas. Hein. Là, on construit ce qui doit aller mieux et on le met en place. D'accord. Donc, voilà, c'était juste ça. Voilà. Alors, du coup, je rejoins un peu les propos de Nathalie Richard, de Madame Richard, concernant notamment le bilan de 3-4 ans. Il y a effectivement un manque de moyens dans tout ce qui est soins de ville, orthophonistes, etc. Et la difficulté par rapport au manque de moyens en PMI, c'est que, en fait, ça vient se décaler sur l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas forcément toujours vu sur ce bilan de 3-4 ans. Ensuite, il y a effectivement, comme le disait Violaine, le bilan de 6 ans, qui est quand même inscrit dans le Code de l'éducation nationale. Donc, c'est un droit des parents que leur enfant puisse être vu par un médecin scolaire au cours de cette 6e année. Et la particularité de ce bilan de santé, c'est qu'il y a un bilan psychomoteur et un bilan du langage. Donc, Mélanie, excuse-moi. Il n'y a pas de médecin scolaire. Attends, Mélanie, tu m'entends? Attends, Mélanie, juste une question. Des fois, c'est le pédiatre qui fait ça. C'est pas forcément… Non. Ça peut être le médecin généraliste, non? C'est le médecin scolaire qui est censé le faire. Moi, sur le secteur où je suis, une infirmière scolaire sur un collège et 11 écoles primaires, le médecin scolaire ne peut pas. Donc, en fait, la priorité a été donnée pour les médecins scolaires d'intervenir dans les réseaux d'éducation prioritaire, où là, il y a effectivement des moyens qui sont mis en place, mais en fait, c'est habillé Paul pour déshabiller Jacques ou vice-versa, je ne sais plus ce qu'on dit,
puisque c'est pour enlever des moyens sur les écoles et les établissements qui sont dans des qui n'ont pas de priorité par rapport à une zone rurale ou à des violences, etc. sur le terrain. Donc, qui dit pas de médecin scolaire dit que il y a effectivement des des sortes d'arrêtés, des missions qui sont distribuées aux infirmières scolaires sous forme de arrêtés par le rectorat, qui demandent aux infirmières scolaires de voir ses élèves en CP. Sauf que nous ne sommes pas outillés, nous n'avons pas les compétences, ce n'est pas dans notre décret de compétences, nous ne pouvons pas faire le bilan de langage ni le bilan de supplémentaire. Donc Delphine, elle a attiré notre attention. Il faut que je passe la parole à tout le monde, Mélanie, excuse-moi. Mais donc, ce que je retiens, c'est, toi, tu nous mets aussi en garde sur la période 3-6 ans qui manque cruellement de moyens. Complètement. Qui est normalement la priorité de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les moyens ont été remis sur cette période-là jusque primaire. Il y a des chiffres sur ces manques-là. Moi, il faut me fournir les chiffres. Bien sûr, il y a des chiffres parce qu'en fait, nous, en tant qu'infirmières scolaires, nous remplissons chaque année des statistiques qui remontent au niveau du ministère, d'accord, sur le nombre de visites qui sont faites. À l'heure d'aujourd'hui, les médecins sont tellement dépassés que nous n'avons même pas la liste, je n'ai même pas la liste des élèves à voir en CP, par exemple. Il n'y a aucune coordination. Il faut savoir aussi qu'à l'éducation nationale, en termes de moyens, il y a un réseau d'aide spécifique pour les enfants en difficulté sur le milieu primaire, avec des enseignants spécialisés dans le comportement, etc., qui vont aider en individuel ou en collectif ces enfants de primaire, avec aussi des psychologues de l'éducation nationale. D'accord ? Il n'y a pas assez de psychologues de l'éducation nationale. Nous avons aussi des difficultés en tant qu'infirmière au niveau pluridisciplinaire et donc du coup dans le lien entre chaque professionnel, dans le sens où nous ne pouvons pas nous contacter les médecins traitants. Il ne nous est pas autorisé en tant qu'infirmière de contacter un médecin traitant. D'accord. Donc en fait, vous devez être un vrai travail de fond. Voilà, j'ai pigé. Donc, tu as ajouté des items sur les populations cibles. Ça n'est pas que les plus de 6 ans, il y a aussi les 3-6 ans. Tu nous alertes là-dessus. Et non seulement il faut faciliter le lien des infirmières scolaires avec toutes les autres structures, les PMI, mais toi, tu dis qu'il faut même aussi changer la loi parce que ne pas avoir le droit d'appeler un médecin traitant. Celui qui a inventé ça, c'est le docteur Arnaud Chiche qui est le président. Oui, alors par contre, je me permets juste de dire quelque chose. Attendez, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Et là, il parle de nous. Oui. Coupez votre micro, s'il vous plaît, madame. Alors, je me permets juste, parce que Mélanie, je pense que la réaction va être la suivante. Mélanie, très vite. Oui, mais je pense que c'est très important parce qu'en fait, la réponse que vous allez avoir dans le cadre de cette problématique, c'est de sortir les infirmières de l'éducation nationale, on est d'accord, pour justement connecter les PMI avec ces infirmières. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il faut faire attention aux réponses qui peuvent nous être données. Oui, non, mais je confirme. Attendez, mesdames, attendez. Du calme. Du calme. On en est à dire tout ce qui ne va pas. On va pas commencer à spéculer sur les réponses éventuelles qu'on va avoir et sur tout ce qu'il faut dire ou pas dire. Donc ça, on n'en est pas là, ce sera la phase 2. Vas-y Violaine, très vite. Je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il y a un truc qui nous fait flipper en tant qu'infirmière scolaire, c'est que là, il y a quelque chose qui est passé au niveau du vote, au niveau gouvernement, qui s'appelle la loi 3DS, qui sous-entendrait que nous qui appartenons quand même depuis les années 45 à l'éducation nationale, nous ramènerait vers la fonction publique territoriale. Donc ça, vous ne voulez pas. Et on s'était peut-être sorti pour certaines des établissements scolaires pour être rattachés éventuellement au PM. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer, on n'a aucune information. Et ça inquiète énormément de collègues. Mais donc, tu as le sentiment que la majorité souhaite rester dans l'éducation nationale quand même. Ah ben là, il y aura des démissions à la mais d'un autre côté, vous n'avez pas eu le Ségur. Hein. Tu vois, c'est… Ah oui, bah oui. Mais bon. Ça fait partie. Alors, rapidement, 33 670, je ne sais pas comment tu t'appelles, donc je te donne ton numéro. 33 670, tu avais levé la main parce que, comme il faut que vous compreniez, mesdames, à qui je passe la parole, à qui je passe la parole, qu'en fait, on avait, entre guillemets, des auditionnés qui se sont préparés, tout ça pour aujourd'hui. Alors, tout est intéressant. Et il faut quand même que
je peux pas leur piquer leur audition, vous comprenez? Voilà. Donc, très vite, s'il te plaît, 33 670. Bonjour, Corinne. Donc, je suis infirmière scolaire depuis plus de 20 ans. Donc, grosso modo, je partage à peu près tout ce qui vient d'être dit à quelques petits détails près. Je dirais en termes de proposition, si déjà, et en termes de prévention, si déjà on pouvait appliquer les textes qui existent en termes de la scolarité, par exemple, l'éducation à la vie affective et sexuelle, etc. Il devrait y avoir trois séances par an pour chaque classe et c'est impossible à réaliser par manque de moyens, par manque de temps. Donc, on en revient toujours un peu à la même chose. C'est plus d'infirmières scolaires pour toutes ces raisons qui ont été évoquées. Et c'est aussi ce qui permettrait de pouvoir faire plus de prévention primaire. On est d'accord. Écoute, Mélanie, c'est Mélanie. Hein. Non, c'est pas Mélanie. Corinne, on l'a bien dit avant. Voilà. Il manque de monde. Violaine nous l'a dit. Manque de monde. Et on est très, et aussi, c'est exactement ce qui a été dit auparavant, mais effectivement, l'orientation des enfants et des élèves, pour ce qui nous concerne, vers des spécialistes, alors les CMPP, les CAMS, on en a parlé. Oui, non, mais le message est bien passé. Il faut à la fois vous décloisonner et vous rendre accessible vers l'extérieur dans les deux sens, que vous puissiez être un vrai… Il faut des professionnels, en fin de compte. Oui. J'ai bien compris. Des professionnels libéraux. Merci beaucoup, Corinne. J'ai bien compris. Vous devez être pour moi une sorte de rond-point avec plein de directions possibles. C'est sympa cette comparaison qu'il y a un rond-point, les infirmières scolaires. Vous allez encore m'adorer. Vous devez être un rond-point d'orientation pour les enfants. Voilà. Bon, Karine, quel bordel. Hein. Tu sens que de rien, Corinne. Karine, dis donc, les infirmières scolaires, c'est jackpot là dans une audition. Elles sont… Non, mais c'est la traduction. Non, mais c'est la traduction quand même d'une forme de cocotte minute. Tu as le sentiment de professionnel qui constate qu'il y a plein de trucs à faire et elles ne peuvent pas faire sereinement le 20e de leur mission parce qu'il n'y a pas de moyens, etc. Bon, moi je suis pas un spécialiste de la petite enfance, mais un peu quand même. Je suis un papa, donc je suis spécialiste. Je crois quand même que l'école est quand même le lieu de vie de nos gamins. Voilà, et surtout que l'école garantit l'accès à tous et l'égalité d'accès à tous. C'est-à-dire que le niveau social ne garantit pas aux gamins juste sur le fait de la famille dans laquelle ils vivent le même niveau d'information, de prévention au sujet de la vie. Donc, en fait, les établissements scolaires doivent être le rattrapage de toutes ces infos-là et pour mettre tout le monde au même niveau. C'est quand même le but de l'école de la République. Alors, tu as vu, Karine, donc toi, aujourd'hui, si je te dis, est-ce que tu connais l'infirmière scolaire de ton lycée, tu la connais? Non. C'est quand même fou, ça. Ah non, on n'a pas de lien avec les infirmières scolaires. On a des liens avec les assistantes sociales et encore des liens substantiels. Mais Karine, est-ce que ce serait un problème d'être en lien avec elle? Non, enfin, il n'y a pas d'opposition. Non, non. Si on alerte une PMI parce qu'il y a un gamin de 4 ans qui mange son caca en cours… mais il n'y a pas d'infirmière scolaire en maternelle. Oui, oui, bon, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Déjà, là, il y a une problématique. Mais il en faudrait ou pas? Il en faudrait? Pourquoi il n'y en a pas? Alors, je ne sais pas s'il en faudrait. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on ait au moins un référent à qui on pourrait s'adresser. Moi, quand j'ai des enfants qui me sont adressés sur certaines problématiques scolaires, je n'ai pas d'interlocuteur en maternelle, à part les instituts. Parce que ce sont les infirmières ou les puéricultrices de PMI qui font les bilans de santé en maternelle, mais sinon, il n'y a pas d'infirmières scolaires en maternelle. Si. Excusez-moi, on intervient aussi dans les écoles à la maternelle. On ne fait pas les bilans de santé en maternelle. Les bilans de santé de l'éducation nationale commencent à 6 ans et c'est une visite médicale, donc pas par l'infirmière. Mais on a des écoles. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir 10, 20, 25 écoles et qu'on va être parfois une fois, et on va y aller une fois dans l'année. Donc, on en revient au manque de personnes. Pigé. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander, pour nous aider, pour notre topo écrit, c'est de nous faire la liste de tout ce que vous ne pouvez pas faire et de ce que vous devriez faire. Puis après, nous, ça, on va l'enrichir de nos idées. Et puis comme ça, on motive le manque de ressources. Enfin, on l'explique. On explique le manque de ressources. Alors quand même, il y a quelqu'un que je voulais interroger et je me demandais où elle était. Elle est enfin arrivée. Non, on a notre médecin de PMI, Christelle. Non mais Christelle,
Christelle, tu as vu ce bordel? Est-ce que c'est pas les médecins de PMI? Je dis ce qui me passe par la tête, hein, comme toujours. Est-ce que c'est pas les médecins de PMI qui devraient regarder la cartographie des écoles et qui, en lien… Je t'embête pas longtemps, Christelle, t'inquiète, on est mercredi. Et est-ce que c'est pas les médecins de PMI qui devraient regarder la cartographie des établissements scolaires et dire, bon, ben voilà, moi, je crée du lien, je fais un Zoom hebdomadaire avec les infirmières scolaires, je m'assure qu'il n'y a pas de gros trucs. Toi, Christelle, ce lien-là avec les établissements scolaires, il faut le faire. Alors oui, effectivement, pour les écoles, la PMI, elle intervient en petite et moyenne section de maternelle. On a la responsabilité de tous les élèves de petite et moyenne section. Et à partir de la grande section, c'est l'éducation nationale. Et on a des liens, mais très, très, très ténus. Une fois par an, on se voit, pour te dire, une seule fois par an. On fait un lien avec les infirmières et médecins scolaires pour ce qu'on appelle la passation des dossiers, c'est-à-dire en gros, faire un lien pour les élèves de moyenne section qui passent en grande section. Et on se réunit à ce niveau-là. Mais alors après, on peut s'interpeller dans l'année, effectivement. La problématique, c'est qu'il n'y a plus personne, comme tu disais, que ce soit les infirmières médecins scolaires et que ce soit les infirmières ou médecins de PMI, on est tellement, tellement peu nombreux oui. qu'on a un nombre faramineux d'écoles, on a des élèves, on a énormément d'élèves dont on doit se soucier, mais on n'a pas le moyen de les voir tous et c'est très compliqué en fait. Ouais. Donc en fait, on n'en est même pas au stade d'imaginer des plans de prévention, on en est déjà au stade de mettre des gens capables de travailler. Mais Christelle, juste une question, excusez-moi, hein, mais la PMI, ça va jusqu'à quel âge? Alors c'est 0,6 ans. Normalement, la vocation de la PMI, c'est 0,6 ans. D'accord, ok, ça dans marche. Dans les textes. D'accord. Et donc, dans le collectif Santé en danger, aujourd'hui, vous avez dit on va tous s'habiller en pull marin, c'est ça? Christelle Baldé, Christelle Pirot, tout le monde est en pull marin aujourd'hui. Bon, ok. Donc, alors, on a bien compris que non seulement le lien, il fallait le faire pour pouvoir développer des programmes de prévention, mais qu'on retombe toujours sur la même problématique, vous n'êtes pas assez nombreux. Bon, alors, juste que moi, je comprenne bien, Christelle et tout le monde, hein, enfin, Christelle, vous avez un syndicat dédié pour les PMI? Qui c'est qui s'occupe de la PMI, qui vous défend? C'est qui les syndicats? Il y a des syndicats, effectivement, mais après, qui ne défendent pas forcément que la PMI, c'est tous les travailleurs sociaux, le médico-social en général. Okay. Voilà. Et les infirmières scolaires, vous avez un syndicat, il y a quelque chose? Oui, nous, on a le SNIES, on a l'UNSA, on a plusieurs syndicats qui font ce qu'ils peuvent parce que ils sont confrontés au ministre de l'Éducation nationale. Il y a toute cette hiérarchie. Par exemple, tu vois, ne serait-ce que… J'en reviens, bon, nous, on est passé catégorie A des infirmières scolaires que depuis le mois de juin 2012. Celle qui était de catégorie B, on a pu bénéficier, la nouvelle prime, la nouvelle grille indiciaire qui va être alignée sur l'hôpital, c'est au 1er janvier 2022, donc qui va être appliquée là prochainement. Et là, ce qui se passe, c'est que oui, nos syndicats, ils se battent, ils se bougent, ils font ce qu'ils peuvent. Elles sont présentes pour nous soutenir, pour nous tenir informés des évolutions, mais sauf que c'est très lent. Oui. Elles sont aussi confrontées à des murs. Oui. Non, mais oui, mais c'est pour ça que nous, on est… faut dire à tes syndicats de m'appeler, hein, surtout, hein, parce que de toute façon, ils peuvent continuer longtemps, il ne se passera rien. Par contre, si tu as tout un système de santé et de prévention à révolutionner, à organiser, là, ça a du poids. Mais c'est ça, c'est toujours l'éternel sujet des combats par corporation auxquels je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai un respect immense pour tous les syndicats, mais enfin, il faut absolument que là, il faut faire tapis, quoi. C'est poker. Il faut mettre toutes les forces sur la table et sinon, les syndicats d'infirmières scolaires, ils peuvent continuer longtemps. En tout cas. En fait, on n'est pas assez nombreux. On a l'impression d'être tellement une petite goutte d'eau dans un immense océan. Oui, mais ça, Violaine, c'est pas une excuse, c'est pas une raison. Enfin, tu vois, demande de Manip Radio, si tu veux, interroge les techniciens de laboratoire, interroge les ASH. Tout le monde est petit. Mais et justement, le but de créer un collectif, c'est de dire maintenant, arrêtez de faire chacun de votre côté. Je vois la petite puce. Ah, mais même aussi. Audrey aussi, elle a enculé l'oreiller, vous avez fait exprès. Bon. Non, mais moi, je crois qu'il faut vraiment faire une coalition des forces. Bon, vraiment, ce qui est intéressant comme proposition, je surveille l'heure, il est 54, je suis un peu en avance par rapport à d'habitude, pour le moment, proposition de 13 heures. Mais bon, on a mis un gros accent sur le manque de ressources humaines.
Voilà. Alors, infirmière scolaire, si j'ai bien compris, médecin scolaire, mais Nathalie nous a également parlé des psychologues. Les puéricultrices, pourtant, les puéricultrices, Alors, ça plaît ça comme en ce qui- métier. Vous êtes en manque aussi? Oui, on en manque aussi, mais il n'y a pas qu'une question de moyens de personnes, il y a aussi une question d'organisation et de répartition des missions. Parce que en PMI, donc on a 3 missions. On a la protection de l'enfance, la prévention primaire et les modes de garde, c'est-à-dire les agréments des assistantes maternelles. Ce qui se passe souvent, c'est que pour la mission auprès des assistantes maternelles, on a des dates à respecter. C'est-à-dire quand il y a une demande, on a un délai de 3 mois pour évaluer, par exemple, la demande d'agrément. En protection de l'enfance, c'est pareil, on a des délais à respecter pour les évaluations. Et en fait, ce qui se retrouve être la variable d'ajustement, c'est la prévention. Donc, ce n'est pas uniquement une question de moyens humains, c'est aussi une question d'organisation et savoir comment réorganiser les missions. En sachant que l'organisation, elle est propre à chaque département. Il peut y avoir des puéricultrices qui font les 3, il peut y avoir des puéricultrices dédiées pour chaque mission. C'est vraiment extrêmement variable selon les départements. Je crois que ça, c'est un point important, hein, cette grosse disparité des départements qui vraiment mènent leur politique santé petite enfance et que tout le monde n'est pas égaux sur le territoire français de ce côté-là. Ouais, alors c'est vraiment important. Mais ça, c'est valable pour plein de choses, plein de choses, bah, y compris les adultes d'ailleurs. Et ça, c'est un sacré scandale que selon le territoire où on habite, on ait plus de chance ou pas. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Je ne sais même pas comment aujourd'hui on peut encore faire de la politique quand on est en responsabilité et accepter un truc comme ça. Cette résilience-là aux inégalités par territoire, moi, mais putain, mais c'est comme si on disait à un malade qui fait un infarctus à Hénin-Beaumont, bah ouais, il a moins de chance que s'il a un infarctus à Lille. Voilà. Il faut arrêter faut tout arrêter le reste. Tout. T'arrêtes tout. T'arrêtes de fabriquer des voitures tant que tu n'es pas capable de t'occuper des mômes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et ces gens-là, ils manquent d'esprit de hiérarchisation des trucs. Mais vous inquiétez pas, on est là, on s'en occupe. Alors, à toutes les trois, là, je voudrais vous poser une question. Vous savez qu'il y a eu un plan santé, là, les assises de la santé l'année dernière. Non, c'était en novembre 2021. Et alors, pour les enfants, j'ai regardé, parce que maintenant, je prépare les Zooms. Je dis ça à chaque fois. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. Mais pour les enfants et les ados, ils avaient prévu créer une maison des adolescents dans chaque département. Ça vous parle, ça? Oui. Ça t'a fait rire, Violaine, parce que… J'ai la chance d'en avoir un. C'est le Fil Santé Jeune, mais c'est une association à but non lucratif et ils ne subsistent que sur des mécènes, des dons. Et c'est quasiment en suspens tous les ans. Donc, oui, d'accord. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que les maisons d'adolescents fonctionnent avec des mécènes? Oui. En tout cas, moi, dans la Nièvre, j'ai une MDA à Nevers. Ils sont aussi surchargés parce que les demandes explosent. Mais ça a le mérite d'exister. C'est gratuit, c'est anonyme. Et c'est un très beau projet. Mais il faut il disait aussi de création en projet, 100 places en accueil familial thérapeutique sur 2 ans. Bon, c'est peut-être un peu hors sujet par rapport à aujourd'hui. Alors ça, c'est particulier, c'est dans le terme de la protection de l'enfance. Ça va vous intéresser, oui, c'est particulier. Mais ça va t'intéresser, Christelle. Augmentation sur 3 ans de 400 équivalents temps plein en 2022-2024 sur les effectifs des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles. Donc ça, ce serait bien. Parce que tout à l'heure, Nathalie, elle l'a dit. Le gros problème, c'est de faire de l'aval pour les PMI. Parce qu'on peut imaginer, je dis n'importe quoi, mais si l'éducation nationale envoie du monde en PMI et que derrière, il n'y a pas les structures, ça va être le gros bordel encore. Donc en fait, il faut quand même renforcer l'ensemble du… En fait, j'ai pas besoin de vous, je fais l'audition tout seul. Non, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de vous. Non, mais en création de poste, quand on imagine le ratio infirmière-élève, que ce soit en lycée, en fonction des internats, des collèges, des écoles de secteur et les écoles maternelles, on pourrait très bien imaginer que les infirmières de collège
c'est déjà une proposition que je lance, hein, mes collègues qui écoutent peuvent donner leur avis, que les collègues de collège restent en collège et qu'il y ait éventuellement une section d'infirmières scolaires qui fasse le primaire et surtout qui puisse être plus en lien avec les PMI et suivre les enfants en maternelle qu'elles vont suivre après en primaire. Et après, il y aurait plus de liens en arrivant au collège et ainsi de suite. Bon, alors attendez. Je partage pas Attendez. C'est moi le maître du jeu. Alors, non, mais c'est une option. Ce qu'on a bien compris, parce que là, il est 13h, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il manque de monde et que ce manque de monde-là empêche de faire du lien, empêche d'assurer l'aval à la prise en charge de ces enfants-là et qu'on peut réfléchir à toutes les organisations qu'on veut. S'il nous manque du monde, quelle que soit l'organisation, il manquera du monde à la fin. Donc ça, c'est le truc. Donc les scripts, j'espère que vous avez bien cerné ça. Je voudrais… Alors, est-ce qu'il y a… Il est 13h, donc c'est parce que je vais peut-être devoir vous laisser, mais les filles prendront le relais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des modérateurs? Ouais, il y avait 3 questions. Vas-y, Christelle, organise les questions. Comment expliquer l'augmentation de la mortalité infantile? Première question, parce que c'est l'actualité. En France? Oui, il y a eu un rapport là qui est sorti il n'y a pas longtemps, une étude de l'INSERM, comme quoi elle a augmenté entre 2012 et 2019. Mais les filles, et ça, il faut me le dire, hein, parce que derrière, on fait des tweets, on communique. Hein. Et, vous préparez-moi un petit texte de ça, que je tweete. Et là, pour l'instant, ils ne savent pas justement définir là où les causes de cette augmentation. Et c'est très, très inquiétant, oui, parce que ces dernières années, dernier rapporteur. Ouais, est-ce que c'est un lien j'ai vu Myriam Salé, je ne peux pas passer mon temps à lire tous les messages, tous les groupes Messenger, WhatsApp du collectif, hein, c'est pas trop possible. Il faut me faciliter la tâche. Il faut faire remonter les infos, quoi. C'est une étude de l'INSERM, Karine. Tu penses que c'est un lien avec le confinement? Non, parce que c'est 2012 à 2019, en fait. D'accord. Oui, donc, oui, parce qu'on va en parler ce soir, mais on pourrait aussi parler… c'est un phénomène propre à Paris. Ah non, à la France. Oui, mais c'est ça. Non, mais vous savez, c'est comme les SMUR qui ferment. Hein. Les urgences qui ferment et les SMUR qui ferment, au bout d'un moment, il y a des morts. Voilà. Donc, on peut tout à fait imaginer que s'il n'y a plus de structure pour faire la prévention chez les enfants, au bout d'un moment, il y a des gamins qui vont développer des choses graves et puis probablement des maladies pas assez vite détectées. Il y a des conséquences. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la communication des organes de vos corporations, elles ne disent pas on est en train de tuer nos enfants. Parce qu'en fait… Excuse-moi, il y a aussi le problème de la violence à l'égard des enfants, dont on n'a pas parlé, mais la violence parentale. Parfois, ils méritent. Hein. Je mettrai un bémol. Mais des fois, ils meurent. Merde, j'ai été trop loin. Bon. Alors, c'est vrai que les violences intrafamiliales sont en augmentation. Avec le Covid, nous, on a vu une grosse augmentation des évaluations de protection de l'enfance. Alors, à l'ASE, on peut dire qu'ils sont complètement débordés. Enfin, Nathalie, ouais. Non, mais c'est un gros souci. Nathalie, les enfants vont moins bien? Tu le constates là? Oui. Tu le constates? Oui, on a une augmentation. Alors, les parents vont moins bien, ont été moins bien, et du coup, les enfants vont moins bien, hein, parce qu'on a quand même une répercussion de ce que vivent les parents sur les enfants. En soi, les enfants, si on les met dans un monde où il y a du bonheur, où ça se passe bien, où ils peuvent jouer, où on leur enlève les écrans et ils découvrent l'environnement, ils vont bien. Mais quand ma mère, mon père ne va pas bien, quand l'entourage ne va pas bien, c'est angoissant. Donc oui, on a une augmentation de ces prises en charge-là. Oui. L'enfant devient le symptôme des parents, on dit ça souvent. Tout à fait. Il est porteur du symptôme de ses parents. J'ai une deuxième question, Arnaud. Vas-y. Que pensez-vous de la convention de prévention en milieu scolaire signée par le ministère de l'Éducation nationale récemment? Moi, je ne sais pas ce que c'est, moi. Moi non plus. C'est Cécile qui a posé la question. Bon, si vous ne savez pas, on ne va pas s'étendre. Et sinon, la dernière question, pourquoi l'infirmière scolaire ne peut pas appeler le médecin traitant? Quelles sont les raisons légales? On peut appeler le médecin traitant. On appelle, il n'y a pas de souci là.
On a des liens, heureusement, oui, voilà, Violaine, je pensais qu'elle allait dire la même chose, mais heureusement d'ailleurs qu'on peut, parce qu'on est souvent celle ou celui qui fait le lien, qui appelons même le spécialiste, le généraliste, entre les parents, entre le CMPP, entre… heureusement. Les psychologues, voilà, c'est ça, on a… C'est ça. C'est-à-dire que, par contre, effectivement, on est en lien avec les parents. On se permet rarement d'appeler, sauf exception, mais sans l'aval des parents, quoi. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien rajouter une toute petite chose. Je suis désolée, Christelle, si jamais il y avait encore une autre question. Mais non, tu peux, c'est bon. Qui compte énormément pour nous, qui nous pose problème au niveau des infirmières scolaires. Et il y a beaucoup d'avis très partagés là-dessus. En lycée et en université, parce qu'il y a des infirmières aussi en université. Je voudrais, en parenthèse, il ne faut pas oublier aussi nos collègues qui ne passent pas le concours comme nous, qui ne sont pas fonctionnaires de l'État, etc., qui sont au niveau de l'agriculture. Parce qu'elles ont les mêmes missions que nous, mais alors, par contre, elles ont encore moins de moyens que nous. Donc, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi en agriculture? Elles dépendent du ministère de l'Agriculture. Et elles travaillent. C'est quoi leur métier? La même chose que nous. Sauf qu'elles sont souvent dans des campagnes, elles ont des gamins qui touchent des machines, elles ont des… Non, mais dans des lycées agricoles, alors? Oui, à vocation essentiellement agricole, et elles appartiennent au ministère de la Culture et pas de l'Éducation nationale, et elles sont à part. Donc, il ne faut pas les oublier non plus. Mais bon, voilà, c'était la parenthèse pour rappeler qu'il y a aussi ces collègues-là qui sont bien seuls, qui souvent, moi, j'ai déjà été contactée par des collègues sur Nevers qui ont un lycée, elles me demandaient les documents types, les procédures, etc. Parce que, voilà, elles voulaient s'aligner sur ce qu'on fait à l'Éducation nationale et parce qu'elles n'ont pas toute cette prise en charge que nous, on peut avoir. Mais il y a une chose qui nous pose grand problème en l'Éducation nationale, c'est que le décret infirmier, de tout infirmier en France, dit qu'une infirmière ne peut délivrer un médicament que sur prescription médicale. Sauf que la dernière personne qui s'est penchée dans le bulletin officiel de l'organisation des soins et des urgences et ce qu'une infirmière peut détenir dans son infirmerie, c'est Madame Ségolène Royal en 2000. Où on a le droit de détenir dans nos infirmeries, en usage externe, du Daquin, de l'arnica, de la biafine, du sérum-fil, les Moclar, des trucs comme ça. On a le droit d'avoir du paracétamol, du spasfon, sauf que du charbon activé, enfin voilà, on a plusieurs petites choses, sauf que, en fait, il n'y a pas de prescription médicale et qu'on ne peut pas demander à chaque rentrée scolaire à un parent de nous donner une prescription médicale du médecin traitant autorisant si leur enfant présente une céphalée, un mal de tête, un mal de ventre. Pourtant, sur le questionnaire que les parents remplissent, enfin moi pour le faire chaque année depuis longtemps, c'est écrit ça. Est-ce que vous autorisez éventuellement l'infirmière à donner valeur? Ça n'a strictement aucune valeur. Parce qu'un élève, moi en lycée, si je ne donne pas quelques médicaments au quotidien, ils vont s'automédiquer, ils vont se refiler des médicaments entre eux. On a un gros souci quant à la prise en charge. À l'hôpital, dans les cliniques, dans les établissements de santé, les infirmières ont le droit de donner des médicaments quand ça se fait sous l'effet d'un protocole. Il suffit que le médecin scolaire, pour 50 écoles, il fasse un protocole bien cadré et auquel cas vous aurez le droit. On est d'accord, mais nous, notre protocole, c'est un protocole de soins et d'urgence, mais n'est pas considéré comme une sorte de prescription médicale à niveau national qui autorise les infirmières après un questionnaire bien précis. Et il faut vraiment se pencher là-dessus parce qu'il y a des collègues… On réclame un droit de prescription tout simple. Exactement. Encadré, mais en fait, un droit de prescription de paracétamol. Et ça éviterait d'avoir… on fonctionne avec un BO qui est national, qui date de 2000, donc qui est obsolète dans tous les cas. Voilà. Donc, on s'arrange chacun comme on peut dans nos… Donc, il y a un sujet, il y a un sujet ce serait un droit de prescription. La délivrance. Oui, je vois. Voilà. Je suis d'accord avec Christelle. Hein, si vous devez peut-être passer en pratique avancée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres… Alors, quelle heure il est? Il est 8. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Karine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors par rapport au financement, parce qu'en fait, donc les départements ont des financements variables selon leur population, avec des dotations de l'État qui, en tous les cas, aux dernières nouvelles, étaient plutôt à la baisse.
Donc, du coup, chaque département va disposer, comme il lui semble, de ses moyens, alors que ça fait plusieurs années, donc le premier rapport de Sylviane Jampineau en 2016, il y a eu le rapport de Madame Perron récemment, il y a eu le rapport des 1000 jours. Tous les rapports sont unanimes pour dire qu'il faut privilégier la prévention dès la petite enfance. Et à côté de ça, on a des départements qui ne priorisent pas la petite enfance. Donc, il y a un manque de cohérence au niveau national. Non, mais c'est surtout, si tu veux, Karine, on retombe encore sur ça, ça ne devrait pas être… Alors moi, on est pour les bassins de vie, l'organisation par bassin de vie, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une décision nationale et une volonté nationale très claire qui ne laisse pas trop le choix. Il ne faut pas laisser le choix à un département de faire ou pas. Ce n'est pas optionnel, la prévention dans la petite enfance. Ça ne doit pas l'être. Si c'est optionnel aujourd'hui, c'est juste qu'on est encore au Moyen-Âge. C'est comme le droit de cuissage, quoi. Voilà. Dans les derniers rapports qui ont été émis, dans des départements, le budget irait à moins d'1 € jusqu'à 300 € par enfant de moins de 6 mois, avec une moyenne de 33. Mais ça veut dire que c'est vraiment très disparate. Ouais. Non, mais c'est disparate, c'est surtout scandaleux. En fait, je pense qu'il faut arrêter de constater les inégalités, il faut les dénoncer et s'insurger. Voilà. Il faut une uniformité. Ouais. Et on est censé voir tout le monde, c'est-à-dire faire de l'universalisme proportionné. Mais en fait, comme on priorise, on ne voit que, surtout les familles avec des difficultés sociales. Donc en plus, c'est pas normal puisque tout le monde paie et contribue et devrait pouvoir aller en PMI. Après, il y a aussi le problème de l'attractivité de la PMI. Parce qu'on peut être vu par certaines familles, justement, en lien avec la protection de l'enfance, comme un service qui va placer les enfants ou qui vont faire des soins de morale. Et ça, il y a vraiment un gros travail à faire, parce que ce n'est pas normal qu'on soit perçu de cette manière-là. Il y a vraiment plein de choses à développer. Dans une autre audition, il y a quelqu'un qui avait, je ne sais plus dans le cadre de ce registre-là, qui avait parlé d'une formation dans le cadre de la prévention aux futurs parents. Une forme un peu comme un cours pour la péridurale pour la maman, mais là, un cours à devenir parent. Et finalement, on pourrait, ce qui permettrait aussi de démarrer la prévention avant même la naissance de l'enfant, en donnant aux parents les clés, un peu les clés du réseau et des interlocuteurs. Ben là, le 9 mars, il y a eu la Charte nationale de soutien à la parentalité qui vient de sortir avec 8 principes qui vont un peu dans ce sens-là. Et oui, ça serait génial. Mais le problème, c'est qu'avoir des idées, c'est bien, mais après, il faut les appliquer. Donc là, tu me parles d'une charte qui vient de sortir, je ne la connaissais pas non plus. Ouais. C'est un truc qui vient… Donc c'est bien ça va dans le bon sens. Oui, très bien. Mais donc nous, les scribes du collectif, ils doivent écrire des moyens pour appliquer à la lettre la charte de la parentalité, c'est ça? C'est ça qu'il faut dire. Voilà, c'est ça. Et les moyens aussi, c'est avec la reconnaissance et la cotation des actes de puéricultrice, puisque pour l'instant, comme ce n'est pas coté, lorsqu'on fait de la prévention primaire auprès des familles, ça ne rapporte pas d'argent au département. Compris. Voilà. Donc, il y a quand même tout un regard sur le financement, droit de prescription également, les scribes, j'espère que vous avez noté. Il y a un problème au niveau de la prescription, au niveau du financement et de l'hétérogénéité des structures. Dis donc, il y a du boulot. Et si je peux me permettre, par rapport à une préparation au devenir parent, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de parents, puisque j'en reçois juste après la naissance ou, par exemple, avec les pleurs de bébé, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de parents qui me disent « Ah, mais si on m'avait dit que ça allait être si compliqué, si on en avait échangé. » Parce que c'est vrai qu'il y a toute la préparation à l'accouchement, mais il n'y a pas l'après. Et voilà, et il n'y a pas, et puis on n'a pas le temps aussi de le faire. Et puis, moi, j'ai encore la chance d'être dans un département où nous, psychologues, on est, mais il y a beaucoup de départements où il n'y a pas de psychologue, par exemple, où les sages-femmes, elles ne sont pas assez nombreuses, ou voilà. Donc… Non, mais moi, je me souviens très bien, quand j'ai eu ma première fille, j'étais assez jeune. Au-delà du fait qu'on était content, on m'avait… alors, c'est comme si, en fait, on redevenait un peu des animaux et qu'on considérait que finalement, de manière instinctive, on va y arriver. Sauf qu'en fait, il y a un peu du vrai là-dedans. Les mamans, elles sont très animales quand elles ont un bébé dans leurs bras. Mon propos n'est pas du tout…
mon propos est bienveillant, mais il y a un instinct très fort, et le papa aussi. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui interprètent mal leur instinct après, hein, ou qui l'analysent mal. Et du coup, c'est dingue qu'on n'explique pas ce que tu dis là. C'est dingue, parce que même un mec comme moi, entre guillemets, j'étais à l'époque interne, je me suis dit plusieurs fois la nuit, je comprends que des parents pètent un câble. Je comprends. Parce que, effectivement, les pleurs, là dont tu viens de parler, quand ça se met à résonner dans ta tête à 3 heures du matin, et que toi, tu es épuisé et que tu comprends pas ce qui se passe, et que c'est horrible. Et c'est une des causes d'hospitalisation aux urgences, hein, les pleurs de bébé. Hein. Oui, je sais, bien sûr. Plus. Et nous, on le dit, hein, si vous ne pouvez plus aller aux urgences. Ouais, parce que, voilà, où vous mettez le bébé dans le lit, vous le laissez, vous allez aux urgences. Bon, mesdames, il est 13h15, c'était passionnant, je vous remercie. Je pense qu'on a quand même si on n'a pas parlé de tout, on a bien laissé s'exprimer les infirmières scolaires, on a bien compris, Violaine, à travers toi, quand même, les grands chantiers importants. Karine et Nathalie, vous nous avez vraiment bien éclairé sur les urgences de logistique et d'organisation de tout cela et de ce qu'il fallait changer, de tous les besoins humains et organisationnels et de financement qu'il faut pour ces filières-là. Et parce que, voilà, si tout ça c'était mieux, il n'y aurait plus besoin de pédiatrie qu'on va aborder ce soir avec des pédiatres. C'est une journée enfant. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été un peu directif, mais je suis obligé. Surtout, n'hésitez pas à nous fournir des topos. Enfin, attention, hein, pas des pages et des pages, mais à cibler ce que vous aimeriez bien faire comme mission que vous n'y arrivez pas. Parce que nous, ça nous permet de justifier quelque part le renfort des structures. D'accord, voilà. OK, voilà. Allez, bonne journée à tous. Merci les modérateurs, les scribes. À ce soir. C'est 18h ou 19h ce soir? Audrey, t'es là? C'est 18h. Oh, je piscine. Je serai peut-être en retard. Allez, salut. Au revoir.